Bonjour, bonjour tout le monde. Au Brésil, on commence comme ça, les conférences. Je voudrais commencer aussi en remerciant infiniment Jean-Louis Cohen de cette invitation. Et je voudrais aussi souligner mon honneur d'être là. Mais ce n'est pas sur le micro? Oui. Mon grand honneur d'être là aussi. Le Collège de France n'est pas un endroit quelconque. Voir l'architecture et l'histoire de l'architecture discuter dans ces lieux, je pense que c'est très important pour nous tous qui la pratiquons, l'histoire de l'architecture. Et être ici avec Jean-Louis comme brésilienne, la première fois que je suis venue au Collège de France, c'était dans une des dictatures brésiliennes pour entendre dans Helder Câmara. Et donc, c'est très bien pour moi d'être ici à nouveau, dans des moments où la vie politique au monde change beaucoup. Bon, merci beaucoup. Passons au thème qui nous occupe, qui était déjà aussi dans mes remerciements, c'est-à-dire les rapports entre architecture et les politiques, et un peu la trajectoire d'Oscar Niemeyer. Pour certains, certainement, je vais parler des choses que vous connaissez beaucoup. Peut-être s'il y a une démarche quelconque originale dans ce que je vous présente, il serait la forme d'essayer de lier davantage justement la dimension politique dans un sens peut-être large à l'œuvre d'Oscar Niemeyer. J'ai partagé ma présentation en trois parties. D'abord, des brevissimes considérations d'ordre historique, en pensant que peut-être les personnes qui nous entendent aujourd'hui n'ont pas très clairement l'histoire nationale et l'histoire politique en tête. Ensuite, je vais parler à certaines situations de commande. J'avais choisi 4 chantiers, si on peut dire comme ça. Les chantiers de la Pampulha, et particulièrement à Pampulha, une œuvre, et les sièges de l'ONU à New York. Ce sont des œuvres auxquelles Oscar Niemeyer a été engagé directement dans les premiers 10 ans, 15 ans de sa carrière, 10 ans. Et après, les deux autres, les sièges du PCF et Brasilia elle-même, elle sert comme une sorte de pendant aux choses que je vais essayer de vous expliquer dans les 2 premiers cas, et qui sont d'ordre d'une poétique et des poétiques du politique. Bon, pour les brèves considérations historiques, vous pouvez noter qu'Oscar Niemeyer, donc, son parcours est un parcours assez long. Il signe son premier bâtiment en 1937 et on peut dire qu'il a travaillé jusqu'à sa mort en 2012. Donc, ça s'étale au long du XXe siècle. Cette période-là, elle est marquée par 2 grands moments de rupture dans les rythmes politiques. D'abord avec la révolution de 1930, une révolution qu'on appelle au Brésil une révolution des classes moyennes et des milieux militaires aussi à cette époque, et qui a eu à tête la figure de Getúlio Vargas. Donc, Getúlio Vargas, il commencera son action en 1900. Ah, c'est bien ça. Il commence son action en 1930 et en blanc, vous pouvez voir, elle s'étale jusqu'à 1954, hein, avec une petite interruption ici entre 45 et 50. Et en 1954, il se suicide. Il est président de la République en cours encore et il se suicide en initiant toute une instabilité politique très très grande et qui va jusqu'au coup d'État des militaires, des généraux, et qui commence ici en 1964. Donc, Oscar Niemeyer travaille se forme dans une période de liberté démocratique, ensuite dictature,
ensuite ouverture et instabilité, et à nouveau dictature. Là, j'ai mis certaines remarques qui sont à la fois importantes pour la compréhension de ces parcours. La première, entre autres, des questions qu'on ne parle même pas au Brésil. Nous avons eu, par exemple, une guerre civile en 1932 entre des forces du Rio Grande do Sul et de Rio de Janeiro contre São Paulo. Et c'est un épisode qui ne figure pas dans les livres scolaires. Mais si on va à São Paulo et si on va à l'intérieur de São Paulo, les habitants nous montrent même des bombes qui sont tombées dans leur ville. Donc, cette période-là, elle mérite qu'on étudie presque année par année, mois par mois, toute cette période qui va de 1930 jusqu'à 1945. Parce que justement, les positions à la fois politiques, elles changent, et à la fois les compromis entre politiciens changent, et il y a bien sûr un renouveau de l'ordre du bâti et de la pratique architecturale, qui, comme on a vu déjà ce matin, ça passe par la rationalisation des chantiers, par la préfabrication, et ça aussi, ça se passe aussi au Brésil en ce moment-là. On a des expériences en ce moment-là aussi. Bon, en tout cas, là sont nos 4 cas de figure, hein, Pampulha, ONU et Brasilia, dont j'ai choisi de travailler les palais des Arches, au Palácio do Itamaraty, comme on parle d'une manière plus intime, et qui s'étale, c'est-à-dire la conception, c'est encore sous la période démocratique, mais la construction, ça sera déjà sous la dictature. Et aussi l'œuvre ici d'Oscar Niemeyer, déjà en exil. En haut, ce sont certaines marcations qui peuvent nous aider aussi à comprendre les critiques et les éloges autour de l'œuvre d'Oscar Niemeyer. Bon, ces situations de commande, je les montre parce que, comme je disais tout à l'heure, les faits, peut-être que vous les connaissez, mais peut-être que vous les connaissez sous 2 approches. D'une part, soit dans des gros panoramas, des grands panoramas de l'histoire de l'architecture au Brésil, et aussi, peut-être que vous connaissez des cas en profondeur, mais la plupart des analyses, même si on a une nouvelle génération qui essaye de se dégager de ça, du point de vue historiographique, elles sont trop centrées sur la forme et sur les styles. De ce fait, toute la question constructive, la question des chantiers, la question du parcours intellectuel et formel des architectes eux-mêmes, et surtout les noms de leurs collaborateurs disparaissent, et ça s'efface. Et donc, ces considérations que je fais en ce moment, elles prennent en compte d'abord que l'architecture, elle joue sous 2 registres. Elle a une partie assez importante comme œuvre individuelle, mais elle a une partie très importante, ou même peut-être la plus importante, comme œuvre collective. Là-dessus, je ne vais pas insister seulement sur l'industrie de la construction civile, comment ça se comporte, la ville elle-même et sa manière de bâtir. Je veux dire même, c'est au-delà de ça. Il faut comprendre aussi comment fonctionne la main-d'œuvre, comment fonctionnent les ouvriers, comment sont les champs de savoir constitués. Autrement, on n'arrive pas à comprendre une œuvre. Donc, il y a toute une question de forme, mais aussi de formalisation, des matériaux et des constructions, et aussi d'une compréhension qui, alors là, est tout à fait moderne. C'est une compréhension de la notion de l'espace comme un système ouvert des rapports et des interactions entre choses diverses, bâties, non bâties.
Ça peut être la lumière, ça peut être des arbres, mais c'est un système de relations ouvertes. Et de plus, les problèmes d'échelle. Donc, on prend en compte aussi que l'architecture, c'est une pratique collective et publique. Et pourtant, comme geste public, hein, c'est là où la question de la politique aussi trouve encore une autre échelle d'observation. Hein. Bon, Pampulha. Pampulha, ça a été un des premiers chantiers d'une plus large échelle que Oscar Niemeyer a dû faire face. Et dans les années justement 1940-42, c'est ça que les livres disent. Mais quand on lit calmement Oscar Niemeyer, on découvre qu'il était avant déjà 1940, il était déjà 1939, il était approché, disons, par les gouverneurs, l'alors gouverneur de Minas. Hein. À Pampulha, Pampulha c'est une lagune, c'est un lac artificiel pour résoudre des problèmes d'approvisionnement de l'eau. Et la question de 39 et 40, c'est qu'il va en avoir un accident très grave en 1938. Et donc, en 1938, un accident, une rupture de cet lac. Et l'œuvre de Pampulha donc, commence à être réfléchie 39-40, déjà sous l'impact de la restauration de ces barrages qui avaient été faits. Oscar Niemeyer commençait à faire plusieurs chantiers à Pampulha, la maison, je vais parler en portugais, Casa do Baile, maison de la danse, le Yacht Club, et la petite église que vous voyez ici. Moi, j'ai décidé de me fixer justement sur le projet de la petite église qui est située ici. Donc, comme je disais, la plupart des analyses posent l'épisode de la Pampulha justement comme un épisode emblématique du gouvernement de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, c'est celui qui lit ces papiers ici. Et Juscelino Kubitschek vient d'être nommé préfet de Belo Horizonte. Là, c'est le gouverneur Benedito Valadares, et là, le président de la République, à ce moment-là, Getúlio Vargas, à vrai dire déjà, en 1939-40, il est déjà un dictateur. Comme vous avez vu, peut-être que j'ai parlé trop rapide, ou peut-être que je n'ai même pas fait allusion. En 1937, Getúlio, qui avait fait la révolution, qui avait fait cette guerre civile contre São Paulo, qui a fait une constitution constitutionnaliste en 1934. Et il avait fait un coup d'État en 1937 suite à une rébellion communiste qui passe en 1936. En 1938, donc 36, 37, 38, en 3 ans, on a rébellion communiste, coup d'État de Getúlio, et 38, une tentative de coup d'État désormais des fascistes. Et donc, à ce moment-là, d'un autre courant politique. Cette figure-là, Benedito Valadares, donc le gouverneur, celui qui est au milieu, il n'a pas d'expression politique. Getúlio Vargas le nomme justement pour contrecarrer la figure la plus importante qui n'est pas dans la photo, sur la photo, qui c'est Gustavo Capanema. Normalement, les livres parlent de Juscelino, qui est alors un jeune politique. Il commence sa vie politique. Mais la figure vraiment importante n'est pas dans la photo, sur la photo. C'est Gustavo Capanema. Gustavo Capanema était déjà lié à depuis 1934, justement à partir de la Constitution de 1934, il sera le plus longève, je ne sais pas si on utilise ce mot, il sera dans les postes les plus longtemps, les ministres qui restent le plus longtemps au pouvoir
au Brésil jusqu'à de nos jours. Il va rester au pouvoir de 1934 jusqu'à 1945. Il sera ministre de l'Éducation et de la Santé. Et à ce titre, il avait commencé déjà à faire toute une rénovation à côté de Lúcio Costa et de Rodrigo de Melo Franco, minier aussi, des personnes du Minas, et qui avait commencé avec l'arrivée, bien sûr, ça commence déjà dans les années 30, suite à la Révolution, d'une manière libérale, on va parler comme ça, démocratique, et que ça continue avec les voyages de Le Corbusier au Brésil en 1936, et qui engage la construction de l'Université du Brésil, là traité dans les projets de Lúcio Costa, et auquel Le Corbusier on a fait appel à Le Corbusier justement pour aider dans ces chantiers-ci, la cité universitaire. Mais l'œuvre majeure en ce moment-là, ça ne serait pas l'Université du Brésil, ça sera la construction de l'immeuble du ministère de l'Éducation et Santé dans ce contexte de la venue de Le Corbusier. Hein. Je montre ces images parce que Oscar Niemeyer a commencé donc sa carrière en étant dessinateur, en quelque sorte, et stagiaire de Lúcio Costa. Il participera au projet de la cité universitaire conçu par Lúcio Costa. Il va travailler aussi comme dessinateur pendant les workshops que Le Corbusier fait au Brésil en 1936 pour étudier la cité universitaire et l'immeuble du ministère. Et c'est à ce moment-là qu'il commence vraiment peut-être sa formation comme architecte. C'est ça mon hypothèse, c'est-à-dire qu'il a son diplôme en 1934, mais c'est à partir de 1936 qu'il commence sa formation d'architecte. À vrai dire, cette exposition-là que je vous fais repose sur l'idée, sur une question. Combien de temps un architecte c'est nécessaire pour qu'un architecte se forme? La diplomation en architecture, ça signifie juste une diplomation. Ça ne signifie pas une vraie conquête et une vraie méditation sur le métier lui-même. Et d'après moi, Oscar Niemeyer a eu plusieurs chantiers d'apprentissage. Les premiers avec Lúcio Costa, les secondes déjà toujours avec Le Corbusier, à nouveau avec Lúcio Costa en 1939 dans sa participation à la construction du pavillon du Brésil à la foire internationale de New York. Ici, je vous montre ces images, c'est parce que vous irez voir, et je ne sais pas si j'arriverai en si peu de temps à tisser tous les fils de ces parcours, à vous montrer comment les choses s'enchaînent sur l'autre. Certains fils demeurent éparses, mais d'autres construisent ces parcours et ces années et chantiers successifs de formation de Lúcio Costa, de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa en certaine mesure aussi. Mais donc, au pavillon de New York, Oscar Niemeyer, c'est Capanema qui décide et envoie donc Oscar Niemeyer à New York avec Lúcio Costa. Et là, il y a tout un travail aussi à faire de recherche historiographique autour des archives diplomatiques, c'est-à-dire il y a des sources à être exploitées sur le rôle de la diplomatie, pas seulement au Brésil, de plus en plus on découvre que ça a été au monde ces années-là, et non seulement dans la propagande du pays. Tous ces images, tous ces épisodes que je vous raconte, ils vont être lus comme des épisodes qui lient l'architecture et la politique d'une manière emblématique, comme des gestes de modernisation du pays, mais comme des gestes aussi de création d'une image de modernisation du pays, et donc des gestes qui essayent, même si le pays est sous une dictature, d'essayer de construire une image positive du pays. Je pense que ça, c'est une partie de l'interprétation possible.
Mais justement, ça nous mène dans un discours identitaire. Et c'est très important de discuter et de déconstruire, Jean-Louis, je pense, les questions identitaires. Ce matin, on a parlé un peu ça quand on a posé la question d'une architecture des cours, hein, ou des architectes des cours. C'est très important de discuter la question identitaire parce que la question identitaire nous fige, comme Yann Estissium nous a parlé ce matin, ossifie les images, veulent ossifier dans des symboles l'image d'un pays. Et l'image des pays, ou un pays, c'est beaucoup plus complexe qu'un immeuble ou qu'une image. Donc, l'hypothèse donc là c'est la lagune aujourd'hui, l'hypothèse qu'on tisse, c'est que justement il faut lire d'autres layers, d'autres strates, d'autres couches, quand on prend un immeuble et quand on prend une œuvre, il faut regarder plusieurs strates. J'utilise le plus souvent, puisque Jean-Louis a parlé son nom, et je profite pour faire aussi un hommage à lui. J'utilise de plus en plus la métaphore des nouages, hein, pour comprendre ces mouvements où des pièces un peu séparées se forment et donnent des densités variables, parce que les ensembles des nuages, quand elles sont ensemble, justement, elles forment des figures éthérées, je ne sais pas, éthérées peut-être, mais qui sont mouvantes, et donc il faut observer une à une. Dans les successifs projets que Niemeyer fait en ce moment-là, là c'est le plan de l'IAT Club, par exemple, bien sûr qu'il y a tout un apprentissage de l'utilisation de la courbe. Si on va en arrière, je vous avais montré à côté du plan du ministère de l'Éducation et de la Santé, il y a les merveilleux jardins de Bourle-Marx, où Oscar Niemeyer commence à comprendre les courbes, mais d'abord d'une géométrie simple. Hein? Et il la comprend, si on peut dire, il la comprend en plan. Il ne comprend pas en tant que possibilité volumétrique. Et c'est ça qui ça va être sa grande conquête. Je ne sais pas jusqu'à où ici en France on parle de ces chantiers justement, de la Pampulha. Et surtout, je ne sais pas si ici en France, récemment, vous parlez aussi du nom de Joaquim Cardoso. Lúcio Costa a appris vaguement à Oscar, je vais parler maintenant comme ça, c'est plus facile, lui a appris en quelque sorte certaines échelles, et dans les pavillons de New York, peut-être qu'Oscar est en train d'apprendre la question d'une échelle qui est de l'ordre du commun, du collectif. Hein? C'est une collaboration très riche parce que, comme on peut percevoir dans les dessins que j'ai montré tout à l'heure de Lúcio Costa, cette échelle presque quotidienne, mais qui c'est collectif, comme on vit maintenant dans ces auditoriums, c'est un collectif, mais qui a une certaine mesure. C'est ça qu'Oscar Niemeyer est en train d'apprendre. Mais ici, avec ses compagnons de route, dans ces chantiers, il va apprendre d'autres questions nécessaires à la pratique architecturale. Et il va apprendre de plus en plus la complexité de la notion d'espace. Et donc, c'est là qu'il va comprendre la notion à la fois des matières, des matériels, et donc du béton, de la plasticité du béton. Et ça, il n'aurait jamais fait sans Joaquim Cardoso. Joaquim Cardoso était ingénieur, était poète, était né au nord du Brésil, avait venu à Rio de Janeiro justement à cause des persécutions politiques des années 34-35, déjà dans la ville de Recife. Il trouve appui dans ce cercle d'intellectuels qui
sont avec des colorations politiques très distinctes avec Capanema. Et donc, c'est l'amitié qui s'est nue entre Oscar Niemeyer et Joaquim Cardoso qui fait que l'œuvre d'Oscar Niemeyer soit. Parce que l'architecture n'est pas seulement une forme, ce n'est pas seulement un dessin. Et c'est cette maîtrise des potentialités qu'offre des matériels qui Joaquim Cardoso, plus âgé que Niemeyer lui-même, est en train d'apprendre. Cardoso va être les plus importants ingénieurs de structure pour les calculs pour Niemeyer. Va l'accompagner jusqu'à Brasilia. Et c'est très curieux, si on regarde les autres bâtiments de Niemeyer à Pampulha et qui n'a pas eu la présence de Joaquim Cardoso, vous irez voir, je ne peux pas vous montrer, et on n'a pas étudié ni même qui sont ces personnes qui signent les autres projets. Un d'entre eux a un nom d'origine allemande, mais je n'arrive pas à découvrir encore sa biographie. Mais vous irez voir comment un partenariat, une présence, ça change déjà les possibilités de la forme. Et ici, nous sommes aussi dans une époque, et un autre personnage assez intéressant à cette période-là, ça sera Paulo Werneck. Paulo Werneck, c'est un plasticien et qui va contribuer beaucoup avec les Oscar Niemeyer dans ses travaux comment je peux dire, des panneaux avec des petits carreaux de carrelage. Une autre figure importante, mais que ça va disparaître bientôt de la vie d'Oscar Niemeyer, c'est Roberto Burle Marx. Jusqu'à ce moment-là, proche d'Oscar. Nous sommes encore au début des années 40. Et donc, à ce moment-là, Burle Marx va faire les projets. C'est très curieux, je me permets vite une anecdote. Ils étaient très proches jusqu'à 1942 et Niemeyer a fait les projets pour la maison du maire, du préfet de Belo Horizonte, Juscelino, qui sera avec lui à Brasilia. Vous irez voir tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que ça se passe? Juscelino n'a pas voulu, ne payait pas les honoraires des architectes. Et donc, Burle Marx a écrit longuement que ce jour-là, il a décidé qu'il n'allait plus travailler avec Juscelino et a abandonné l'équipe. Mais après, il se séparera pour des raisons les plus graves. Voilà l'église. Là, ce sont les contributions de Paulo Werneck. Et ici en bas, ce sont celles plus connues de Portinari, dont je n'ai pas mis l'image. Là, c'était ses dessins, ses gouaches et ses carreaux lui-même. Ici, c'est Cardoso, avec toute la difficulté qu'il a eue pour monter cette parabole et cette série de paraboles. Non? Donc, en tout cas, ça, c'est la première situation. Je sais que je suis presque à la limite, non? Non, pas encore. D'accord. Donc, on va passer l'autre problème. On va passer au problème de... donc, à ce moment-là, il y a donc la grande politique, mais même la grande politique, elle n'est pas linéaire. On ne peut pas dire c'est Juscelino, c'est un jeune homme. C'était un moment important pour l'affirmation de Juscelino et pour l'affirmation d'Oscar Niemeyer. Mais il avait d'autres intelligences et d'autres négociations en cours sans lesquelles il n'aurait pas eu les chantiers de Pampulha elle-même. Là, nous avons un problème similaire, non, mais une autre situation des projets, qui c'est les concours pour les sièges de l'ONU. Tout commence en défile. Tout commence avec les projets, c'est dans l'année 1947 qui commence véritablement, mais il faut tisser les fils à partir de 1939, parce que la figure centrale de cet épisode du chantier du siège de l'ONU va être Wallace Harrison, qui c'est un architecte qui était à côté de la famille Rockefeller depuis
déjà, depuis c'est lui qui a créé avec Robert Moses les sites lui-même pour l'exposition de 1939. C'est à ce moment-là que Harrison connaît Oscar Niemeyer. Et Harrison était aussi à côté de Rockefeller dans la construction du Rockefeller Center en 1931. Donc, c'est déjà une longue vie de proximité, d'amitié et de réseau entre Harrison et la famille Rockefeller. Ces années-là, ces années-là, 1947, les Rockefeller sont très proches du Brésil. Et là, il fallait que je vous parle plus longuement. Cette alliance rentre dans ce qui a été appelé la politique des bons voisinages, c'est-à-dire toute une politique nord-américaine de dialogue avec des pays de l'Amérique latine. Je ne peux pas développer ça largement, mais ça rentre dans tout ce qu'on appelle un panaméricanisme, c'est-à-dire pour contrecarrer la présence européenne dans la France, les États-Unis, même avant la guerre, avaient commencé déjà cette politique d'approximation. Pendant la guerre, étant coupés les deux côtés, le Brésil étant et les États-Unis coupés de l'Europe, les dialogues s'augmentent, non? Et donc, on ne peut pas imaginer Pampulha non plus sans imaginer la présence de la famille Rockefeller, de Nelson Rockefeller, qui va être à ce moment-là le directeur d'une commission, d'un board pour les affaires interaméricaines au Brésil. Et surtout, il faut penser que quand on fait l'éloge, par exemple, de Minas, quand on fait l'éloge de Oscar Niemeyer, comme sera le cas à partir de 1943 par le MoMA, c'est parce que ça se relie aussi à des affaires de nature économique. À ce moment-là, le Brésil, comme toujours et jusqu'à aujourd'hui, est l'exportateur de plusieurs minerais de fer qui sortent de la région de Minas, sortent donc de la région dont Belo Horizonte et Pampulha sont situés. Tout ça, ça fait partie donc de toute une question de nature géopolitique, et je parle même pas de la présence et de la discussion pour l'entrée des États-Unis dans la guerre. Et bien qu'officiellement les États-Unis vont rentrer dans la guerre à la fin des années 39, 40, non, 40, fin 40 de mes archives. Bon, 40 ans, oui, toi, tu dois savoir plus que moi sur ces plans. Mais en tout cas, officiellement, ça commence déjà dans des archives. Pourquoi? À cause de la borrache. Donc, on aura avant, et pas à cause de la borrache, mais aussi avec la position, quand les États-Unis rentrent officiellement, et c'est pour ça que je suis un peu confondue avec les dates, quand ils rentrent officiellement, il y en a une année déjà de négociations très fermes pour l'implantation des bases nord-américaines dans les régions brésiliennes, pour l'exportation des matières premières. Donc, quand on s'approche du monde de la politique, on sait que quand quelque chose devient public, ça a été tissé bien auparavant, non? Ici, nous sommes dans la question, comme vous savez, ces projets, ça a été une frustration, les projets, maintenant on est sur les sièges de l'ONU, et on va rencontrer presque quelques-uns des personnages. On va rencontrer Harrison, on va rencontrer Moses, et on va rencontrer toutes les luttes pour placer les sièges de l'ONU à New York. Vous savez que plusieurs pays, l'ONU a été créée en 1945, et donc en 1946, on commence à discuter où placer l'emblème même de la paix au monde, que ça serait les sièges des Nations Unies, hein, et plusieurs pays s'offrent. Les États-Unis, à la fin de l'année 1945, le Congrès des États-Unis
pose sa candidature et est retenu. Et après, il fallait décider où construire aux États-Unis. Donc, il y a une lutte aussi entre villes, que c'est très important pour nous qui étudions l'histoire des villes, de comprendre comment, en ce moment-là, il y a plusieurs villes qui souhaitent accueillir les sièges de l'ONU. Et à l'intérieur, une fois décidé, bon, Le Corbusier sera indiqué par le gouvernement français, les pays alliés s'organisent et sont appelés à donner leur contribution. Et Le Corbusier va être appelé pour travailler là-dessus. Et dans la décision des sites, il commence à être dans ces chantiers depuis 1946. Déjà en 1946, on pense même qu'il sera le constructeur du siège. Désormais que j'ai présenté un peu le cadre, je vous montre rapidement les circonstances. Donc, ce projet, il va être un fracasso, un échec. Un échec pour les deux côtés, c'est-à-dire pour Le Corbusier, qui était depuis 1946 en train d'être appelé à y intervenir, et sera un échec aussi pour le jeune Oscar Niemeyer, on verra tout à l'heure. Le nom de Le Corbusier, bien sûr, comme on a vu par les journaux de Neuchâtel, était déjà évoqué depuis le début des actions pour le siège de l'ONU, surtout à cause de l'autre échec qui ça a été l'échec de la SDN, de la Société des Nations, et du concours de la Société des Nations. Donc, là, ce sont des feuilles qui ont été travaillées par George Dudley, un assistant de Harrison, a écrit un magnifique livre en 1994 avec plein de documents, et il montre les pièces, les noms, pays par pays. Vous ne pouvez pas voir clairement, mais il y a des petits diamants là, qui sont les noms, et vous irez voir, là, c'est marqué par là. Moi-même, je n'arrive pas à voir, mais faites-moi confiance. Le nom d'Oscar Niemeyer est là depuis le début. Et le nom de Le Corbusier aussi. Oscar Niemeyer est un jeune homme. En 1947, Oscar Niemeyer a juste 40 ans. Et il arrive, là, il parle avec ses camarades. Dans le cas, ce sont des personnes qui soit sont des assistants de personnes du bord. Et il reste presque 4 mois, c'est du février, mars, avril, mai, 4 mois, presque 5, c'était du 15 février au 15 juillet, il serait payé pour la commission de construction de l'immeuble, et il reste dans une sorte de workshop. Ce workshop a produit plus de 50 schémas de possibilités pour les sièges. Le Corbusier vient et il arrive avant tout le monde, il arrive déjà au tout début de l'année 1947. Oscar Niemeyer n'obtient pas les visas facilement parce que justement a changé de gouvernement. Et le nouveau gouvernement, même si on est maintenant dans une démocratie, le gouvernement des États-Unis n'accorde pas facilement les visas à Oscar Niemeyer. Il arrive un peu en retard. On peut se rendre compte peu à peu qu'il commence, tout son air légère du début commence à être de plus en plus sérieux. Et la question majeure, justement, c'est qu'il va avoir une sorte d'affrontement, pas dans toutes ses lettres, avec Les Corbusier, autour de l'organisation de la maquette, le plan de masse quoi, du siège de l'ONU. Ici, dans l'image à droite en bas, ce sont les schémas que Oscar Niemeyer a fait pour montrer leur divergence du point de vue formel. Bien sûr qu'on pouvait parler des heures sur ces décisions. Là, c'est le projet d'Oscar Niemeyer qui voulait ouvrir complètement la ville vers les East River et la position de Le Corbusier, donc, qui c'est le projet 23, là c'est Oscar Niemeyer,
et là, c'est Corbu. C'est un échec. Le projet d'Oscar Niemeyer, c'est le 32, c'est numéroté 32. Le projet de Le Corbusier, c'est noté le 23. Et je ne pourrais pas, parce que là, je suis pressée déjà sur le temps, de développer non plus cet aspect qui c'est de la négociation entre Oscar, beaucoup plus jeune, et Corbu, mais le fait, c'est que la solution définitive trouble un et trouble l'autre. Qui va enfin, Oscar Niemeyer découvre effectivement la complexité de l'architecture avec plusieurs réunions, comme on a vu, avec des ingénieurs de tout ordre. Et d'une part, c'est là que commence aussi à se construire, à partir de 1947, une série de mythes concernant Niemeyer. Tout d'abord, le mythe qu'il est un artiste et pas un architecte. C'est un mot que Corbusier parle de lui à Harrison. Ensuite, les mythes aussi qui, comme artiste, il n'a pas une connaissance technique effective. Et peut-être ils ont raison. Jusqu'à un certain point, Oscar Niemeyer ne connaissait pas cette complexité. Il travaillait avec une bande d'amis et protégés. Et donc, à partir de là, on peut dire que les critiques Oscar Niemeyer ont commencé le 4 mai 1947, les jours que les dessins sont venus à public. Et ces critiques, je finis là et je ne vais pas travailler, vu l'heure, les autres thèmes, mais justement, là, c'est le nœud de la question. Là, c'est le nœud de la question parce que c'est à partir du chantier de l'ONU qu'Oscar va comprendre la question qui son geste est public, qui son geste est politique. Et cet apprentissage, il va empirer, c'est-à-dire il va devoir le perfectionner, surtout au début des années 50. Quand le Brésil est à nouveau dans une situation de démocratie et quand la présence nord-américaine est de plus en plus grande, et quand je dis la présence nord-américaine, c'est la présence des groupes transnationaux même, ce n'est pas seulement nord-américaine, mais c'est un moment d'un libéralisme qui vient avec toute sa force. Et juste pour vous dire, en 1954, Getúlio Vargas lui-même, l'élu président de la République, après avoir été un dictateur, revient à la scène, donc 51, comme président élu, il ne résiste pas, il se suicide. Et il se suicide pourquoi? Il se suicide parce qu'il n'arrive pas à être entre deux blocus. Il fallait aussi parler des critiques de Niemeyer à ce moment et des éloges de Niemeyer. Il fallait les situer à partir de la coloration des revues, à partir des groupes, à partir des hybridations, non, parce qu'une chose très intéressante aussi, c'est que Niemeyer devient membre du Parti communiste en 1945. Mais il demeurera stalinien à un moment où on commence une désstalinisation, comme Vanessa Grossman a montré très bien pour la France dans les petits livres qu'elle a dédiés. Je vous conseille vivement la lecture, un très beau livre et très bien fait sur les sièges du PCF. Donc, ce sont des pages et des pages à vous raconter, à vous faire lire. Des problèmes de vocabulaire. On a vu aujourd'hui, ce matin, sous le même mot, la critique des Italiens par rapport à la dimension, à l'échelle urbaine. Aujourd'hui, on utilise le mot urbain comme synonyme de ville. Urbain n'est pas synonyme de ville. Notre problème au Brésil, c'est qu'on a travaillé avec l'urbanisation diffuse et le problème, c'est constituer la ville. Donc, ça mène à plusieurs discussions. De toute manière, ce qui est formidable en étudiant ces personnes et ces personnages, c'est qu'on voit comment, peu à peu, cette dimension collective de la ville, de l'architecture,
elle commence à pénétrer dans les gestes les plus quotidiens de plusieurs projets des Oscars, surtout à partir des années 53 et 54. Ce qui est intéressant, là c'est encore Joaquim Cardoso, ce qui est important de retenir de tout ça, c'est cette dimension justement de l'architecture comme œuvre collective. Et je pense que c'est ça qui, en lisant lentement Oscar Niemeyer, on voit combien de temps parfois on prend pour comprendre une chose si simple comme ça. Non, mais nos historiens, sauf de rares exceptions, aussi prennent du temps pour les comprendre. Moi aussi, j'ai pris plus de 20 ans pour parler ces paroles très vite pour vous. Merci beaucoup.